Bonjour à tous et à toutes. Oui, c'est une longue histoire, comme effectivement Stéphanie nous l'a signalé, mais c'est aussi une histoire, une question d'équipe, parce qu'au niveau du CRIFA, il y a effectivement une dizaine de personnes qui travaillent. Le CRIFA, ça veut dire le Centre de recherche sur l'instrumentation, la formation et l'apprentissage. Autrement dit, ce sont des questions, l'instrumentation, c'est l'usage d'outils, dans ce cas-ci d'outils numériques, à des fins de formation. Donc ça peut être la conception ou l'exploitation de ces outils technologiques à des fins de formation et d'apprentissage. Il y a trois grands pôles dans ce service universitaire. Un qui traite des dispositifs de formation et d'apprentissage, et le but est là de développer, mettre en œuvre, évaluer des dispositifs de formation qui intègrent les technologies numériques. Un autre volet, c'est la mise en réseau et les communautés de pratique, où là, on va travailler au regroupement, aux échanges, à la capitalisation des connaissances ou bien des ressources entre membres de réseaux, et cela aussi en étant supporté par les technologies d'information et de la communication. Et un autre aspect qui me tient fort à cœur également, c'est celui de la maîtrise d'éthique, ou la maîtrise des outils numériques si vous voulez, mais la maîtrise d'éthique avec cet aspect de maîtrise des technologies pour pouvoir effectivement les intégrer de manière efficace dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Moi, je prône quand même pour une maîtrise de cette discipline et d'une didactique particulière dans ce sens. Ça peut être objet à débat, mais tout peut rester ouvert. Alors, oui, j'ai oublié, mais vous l'avez sans doute vu passer, j'ai un petit peu changé le titre de ma communication qui au départ était « Formation des enseignants aux technologies numériques ». C'est plutôt à l'intégration des technologies numériques dans leurs pratiques éducatives. Partant du constat que tous les enseignants ne sont pas ou pas suffisamment formés en matière d'intégration des TIS, là je ne vous apprends rien je pense, c'est à peu près identique dans les différents pays, on est plus ou moins formés pour exploiter de façon efficace, avec une certaine plus-value, les technologies dans nos pratiques de formation. Donc ça signifie qu'il y a un déséquilibre, donc il y a un besoin en termes de formation initiale des enseignants, en termes de formation continue également. Et cela d'autant plus que maintenant, l'usage du numérique, il est utile aussi bien pour communiquer, produire, partager, aussi dans la vie quotidienne, dans la vie citoyenne. Donc, ce n'est pas juste une question d'apprentissage plus ou moins informel, il y a aussi une utilité publique et citoyenne, enfin privée, publique et citoyenne. Si on regarde la place des TIS dans la formation initiale des enseignants, que voit-on? Alors, je ne vais pas vous faire un panorama mondial, je vais épingler pour quelques cas, notamment pour la partie francophone de la Belgique. Il y a trois communautés, la communauté flamande, germanophone et francophone dans mon pays. Nous sommes célèbres aussi pour nos compromis à la Belge pour essayer de faire en sorte que les choses aillent de mieux en mieux. Et donc, pour la formation initiale des enseignants, je parlais de la durée des lieux, des compétences qu'on trouve dans les référentiels liés à la formation initiale, de certains dispositifs de formation, de la place du numérique aussi dans cette formation, et puis de l'évaluation. Alors, quand on s'intéresse à la durée et au lieu de formation, la durée, si on regarde les choses au niveau européen, on va mettre aussi la Suisse, enfin on peut aller de façon beaucoup plus large, on voit qu'elle est variable selon les pays. Ça va en général entre 3 et 5 ans d'études pour devenir enseignant dans le maternel, le primaire ou le secondaire. La tendance, c'est d'avoir de plus en plus minimum 4 ans. Par exemple, en Belgique francophone, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a une réforme qui vient de se mettre en place. Le décret vient d'être voté ce mois-ci pour que la formation passe à 4 ans pour les enseignants du maternel et du primaire et du secondaire inférieur, c'est-à-dire de 2 ans et demi à 14 ans, le public. Alors, il y a aussi cette tendance à dire mais il faut au minimum un diplôme de master de type long, de 5 ans. Ça, mon premier patron, Gilbert Delanter, en 80, dans les années 80, même fin des années
années 70 disaient déjà mais il faut une formation solide des maîtres et bon, on retrouve toujours ce type d'idée, pas toujours appliquée pleinement. Par exemple, si on prend le comité syndical pour l'éducation, européen pour l'éducation en 2008 et encore plus tard, mais on voit que ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau la formation initiale des enseignants. Où cela se passe-t-il? Soit dans des hautes écoles pédagogiques, soit dans des universités, et parfois de façon conjointe avec la collaboration des 2 types d'institutions. Si je prends le cas de la formation initiale actuelle des enseignants et je vois ce qui se passe au niveau de l'intégration, qu'on dise des outils numériques et des fins éducatives ou des TIS, hein, on peut parler aussi du vocabulaire, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que les futurs enseignants, ceux qui s'adressent aux élèves de maternelle jusqu'aux élèves d'à peu près théoriquement 14 ans, eh bien, la formation se donne dans les catégories pédagogiques des hautes écoles. Je vous ai parlé d'un nouveau décret, hein, il va y avoir des modifs, tout ça. Et que trouve-t-on actuellement, mais ça va bientôt disparaître? C'est 30 heures de cours dédiés à l'apport des médias et d'éthique en enseignement, c'est ce cours AMTIS, 30 heures en 2e année et 30 heures en 3e année. Parfois, il y a aussi un cours en bac 1, ça dépend, c'est la liberté des hautes écoles de pouvoir aller puiser dans les crédits d'heures pour pouvoir donner un cours d'introduction, d'initiation, mais ça prend des formes assez variées. En ce qui concerne les futurs profs de l'enseignement secondaire supérieur, ça se donne dans les universités. Les futurs enseignants ont un master dans leur discipline et puis ils suivent en dernière année une finalité didactique pour 30 crédits. Alors là, quand on regarde les décrets, qu'est-ce qu'il y a? Il y est mentionné dans un partim de 60 heures de cours qui traite des connaissances pédagogiques, de la démarche scientifique et des attitudes de recherche, de pouvoir prendre une partie du temps, hein, et ce compris, du temps dédié à l'exploitation des technologies à des fins éducatives. Mais pas de directive ni au niveau des heures, ni de ce que l'on pourrait y faire. Ça, c'est aussi un avantage d'un côté de la liberté académique, mais aussi sans directive, on ne sait pas toujours vers où aller. La formation des enseignants du supérieur au niveau des hautes écoles, ce sont des enseignants qui ont suivi soit des cours universitaires, donc un master dans un domaine particulier, et puis une fois qu'ils sont en fonction, et là c'est pas avant, hein, c'est pas dans le cadre de leur cursus, ils sont obligés de suivre un certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement supérieur qui est dispensé soit dans les UNIF, soit dans des écoles dites de promotion sociale, c'est plus des cours du soir. Ça, c'est pour la catégorie qu'on appelle les maîtres assistants. Il y a aussi des maîtres de formation pratique qui donnent des cours ou qui accompagnent les étudiants, futurs enseignants. Et là, ils ont généralement un bac plus 3 et ils doivent aussi faire le CAPAS. Alors, il y a 60 crédits, c'est une année complète hein, pour le CAPAS, et selon l'endroit où ça se passe, eh bien, il va y avoir à nouveau une place plus ou moins importante dédiée à l'exploitation des technologies à des fins éducatives. Alors, la formation des enseignants universitaires, bon, ils ont forcément au minimum un master, ils ont une thèse de doctorat dans leur discipline. Ils n'ont pas nécessairement une formation en pédagogie d'enseignement supérieur, en pédagogie universitaire ou en technologie, même s'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont prises pour pouvoir soutenir cette formation en matière d'intégration des technologies. Si on prend le cas des étudiants aussi de master en sciences de l'éducation à Liège, bien, là il y a pas mal de cours, il y a automatiquement au minimum un cours d'introduction au TIS qui est promulgué. Enfin, donc oui aussi au niveau du cours AMTIS qui disparaîtra au profit d'autres cours mais pas nécessairement... Enfin, on verra, tout reste à refaire. Il n'y a pas de titre requis non plus pour les titulaires de ce cours, ce qui peut aussi poser un certain problème. On a bien des titres requis pour être prof de maths, de français, enfin prof de langue, de géo, etc. Mais ici, pour ce cours-là, c'est un peu distribué au bon vouloir des directions d'école. Alors, au niveau des compétences technopédagogiques, on peut se demander aussi si elles sont présentes dans les référentiels de compétences des enseignants, des futurs enseignants.
On peut se poser la question, par exemple, en se disant, tiens, le modèle TIPAC que vous connaissez peut-être, c'est déjà un petit outil pour s'interroger et se dire, tiens, est-ce qu'il y a des connaissances du contenu? Ça, généralement, on va en trouver. Des connaissances pédagogiques sur la manière d'enseigner, etc. Et aussi des connaissances technologiques. On voit qu'il y a différentes intersections, et notamment, là au centre, bien, c'est vraiment travailler sur l'intégration des technologies en tenant compte des contenus, de certaines stratégies pédagogiques. Donc ça peut être un petit outil à mettre dans sa poche pour analyser certaines pratiques ou certaines déclarations. Puis on peut aussi se demander dans quelle mesure on va traiter d'éducation aux médias, d'éducation numérique, de compétences éventuellement en informatique, je vais rajouter des guillemets. On voit arriver beaucoup aussi une tendance à dire mais non, il faut que les enfants, les élèves, ils codent, ils apprennent à coder. On dit il faut qu'ils développent une pensée informatique et algorithmique, avec parfois de la programmation, parfois pas. Il y a aussi l'éducation par les médias, on l'a évoqué également hier, donc c'est utiliser un support pour, par exemple, transmettre des données, des informations ou d'autres choses. Alors, je me suis penchée sur le programme qui est fondé sur une approche par compétences, le programme de formation des enseignants pour des élèves de maternelle au secondaire inférieur. Il y a actuellement 7 compétences, dans une version antérieure, il y en avait 13. Ce sera revu en 2019 aussi suite à la réforme. Enfin, généralement, que va-t-on trouver? Alors, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on trouve des éléments de TIPAC? Aussi, j'ai épinglé toute une série d'éléments qui me paraissaient intéressants, importants, comme est-ce qu'on va parler de collaboration, d'interaction, d'interdisciplinarité, d'esprit critique, d'aspects sociétaux, de réflexivité, d'éducation aux médias, d'utilisation des technologies numériques, des compétences technologiques, etc. Et alors, ça a donné ceci comme exercice. Je ne dis pas qu'il est parfaitement réalisé, c'est vrai qu'on peut toujours discuter derrière quelques intitulés, c'est intitulé, on peut mettre aussi pas mal de choses. Il y a tout, alors, si je prends la 4e compétence, là, je vais voir qu'il y a un volet esprit critique et aussi des connaissances pédagogiques, parce que là, on parle d'entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover. Si je prends la compétence 5, développer une expertise dans les contenus enseignés, dans la méthodologie d'enseignement, là on a des expertises dans les contenus, donc on est dans le volet bleu. Oui, on voit peut-être pas bien la différence, j'ai mal choisi mes couleurs, ça c'est très mauvais au niveau ergonomique, j'aurais dû contraster plus. Donc là on a plus du contenu et du pédagogique. Par la suite, on a à nouveau du pédagogique, on pourrait dire avec un petit peu de réflexivité, parce que j'ai mis réflexivité parce qu'il y avait le mot régulation, donc ça veut dire aussi qu'il y a des prises de données pour pouvoir réguler, évaluer des situations d'apprentissage. La création et le développement d'un environnement propre à stimuler des interactions sociales, le partage d'expériences communes où chacun s'est accepté. Là, on est encore dans le pédagogique et dans un peu plus le volet collaboration, interaction, communication. Alors, si on remonte le travail en équipe, des relations de partenariat avec les familles, des institutions, de façon plus large aussi, agir comme acteur social, comme acteur culturel au sein de la société. Mais là, on commence à avoir un côté de collaboration, d'interaction, d'interdisciplinarité, elle est quand même bien mentionnée là, et puis un aspect sociétal. Ce qu'on a vu apparaître de plus par rapport à l'ancien référentiel, c'est cette préoccupation vers des phénomènes sociaux et l'intégration dans la société. Le respect de cadres déontologiques, une démarche éthique, tout ça, à nouveau dans une perspective démocratique qui donne un côté social, sociétal. J'ai mis une petite croix en disant c'est un peu en lien avec l'éducation aux médias, mais encore que c'est pas la déontologie et l'éthique, c'est encore peut-être autre chose. Et la communication de manière adéquate dans la langue d'enseignement dans divers contextes liés à la profession, c'est pouvoir s'exprimer correctement. Forcément, ça doit être nécessaire, mais apparemment, c'est devenu aussi une obligation parce que c'est remis à la page.
je me dis aussi, tiens, quand on communique avec, dans un langage, enfin, quand on parle des technologies ou qu'on communique avec des machines aussi, là aussi, il faut pouvoir s'exprimer dans un certain langage, comprendre ce qui se passe. Alors, je me suis tournée un peu vers le Québec et dans 12 compétences, parmi les 12 compétences qui sont mentionnées dans le référentiel de compétences, c'est un document de Martinet, Raymond et Gauthier, il y a une compétence, la numéro 8, qui parle explicitement d'intégration des technologies d'information et des communications aux fins de préparation et de pilotage d'activités d'enseignement et d'apprentissage, en termes aussi de gestion de l'enseignement, en termes de développement professionnel aussi. Donc les technologies pourraient aussi soutenir le développement professionnel. Intéressant de se demander aussi comment. On verra un peu ça. Elle est aussi déclinée en 6 composantes assez explicites et en plus, qu'avons-nous? On a un niveau de maîtrise attendu au terme de la formation initiale où on voit, ça donne un peu de chair sur le squelette, hein, on voit un peu plus vers où on va. Ce sont des lignes directrices assez intéressantes. Au niveau de l'Europe, hier, Jacques Tardif a évoqué DITCOMP EDU, hein, ce référentiel de compétences qui est proposé aux différents pays européens, Suisse incluse et tout qui veut venir, bien sûr. C'est cette idée d'avoir un consensus en termes de compétences numériques à développer à la fois chez les citoyens, mais aussi chez les enseignants, pour voir aussi, si on développe, si on acquiert ces compétences-là, ça permettra de booster, d'être un peu plus innovant probablement, d'éduquer aussi à l'usage du numérique. Donc c'est des propositions de base commune pour faciliter les échanges, pouvoir comparer, etc. Alors, comment se décline ce référentiel? Il y a 6 compétences et 22 sous-compétences, enfin 22 sous-points. Alors, le premier, c'est l'engagement professionnel avec des éléments qui sont liés à la communication organisationnelle, la collaboration professionnelle, donc on voit les échanges entre différents membres d'équipes éducatives, voire d'ailleurs, la pratique réflexive, le développement professionnel continu, numérique, ils ont rajouté numérique. Donc là, il y a un côté d'engagement professionnel. Le prof doit être engagé dans sa profession. C'est pas juste je viens, je fais quelques heures et puis basta, mes heures sont finies, je m'arrête. Il y a aussi 4 compétences qui sont liées, 4 compétences pédagogiques des enseignants, dont une est liée au volet ressources numériques avec le fait d'être capable de sélectionner, choisir de l'information pertinente que ce soit pour préparer ses cours ou pour pouvoir en discuter aussi avec d'autres personnes. Il y a la création, la modification de documents, donc le volet production, on n'est pas dans la consommation pure. Il y a aussi des questions de protection, donc tous les problèmes de sécurité, les problèmes juridiques et autres, mais aussi les questions de partage, questions aussi de protection quand on partage également. Le volet, la 3e compétence, porte sur l'enseignement et l'apprentissage. Du côté enseignement, on va retrouver, comme dit, enseignement, on a là enseignement et apprentissage. Donc deux volets, côté prof, côté élève. Donc du côté de l'enseignement, on va retrouver des aspects plus ou moins traditionnels, mais aussi des questions d'orientation des apprenants. On va voir aussi émerger explicitement l'apprentissage coopératif et l'apprentissage autonome. Alors, du côté de l'apprentissage coopératif, d'apprentissage autonome, il y a un point, c'est le 5e, mais passons par là, l'autonomisation des apprenants. L'apprentissage autonome, ça va aussi permettre une certaine différenciation, une certaine personnalisation d'apprentissage. Ça va aussi permettre d'impliquer activement les apprenants. Mais bien sûr, il ne suffit pas de le dire, il faut aussi mettre les moyens en œuvre, les scénarios pédagogiques pour y parvenir. Le volet évaluation, quant à lui, met l'accent sur les stratégies d'évaluation que les enseignants ou les formateurs, en tout cas, vont être amenés à développer. Bon, il y a différentes stratégies, il y a différents types d'évaluation. Le volet analyse des résultats aussi, parce que quand on évalue, qu'est-ce qu'on fait de l'évaluation ?
On dit a réussi, a pas réussi, est-ce que c'est formatif, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, comment on gère tout ça. Et bien entendu, le volet rétroaction et planification liée à l'évaluation. La rétroaction, c'est aussi la régulation pouvant être aussi bien du côté des apprentissages chez les formés que la régulation d'un dispositif de formation. Et la sixième compétence, elle traite des compétences numériques en fait des apprenants. On va être amené en tant qu'enseignant à faciliter le développement des compétences numériques des apprenants, notamment en travaillant l'éducation à l'information et aux médias, la communication et la collaboration, la création de contenu numérique, une utilisation responsable des technologies, la résolution de problèmes numériques. Tout ça, c'est repris dans un autre référentiel qui, lui, s'adresse aux élèves et aussi aux citoyens. Ce référentiel européen qui s'appelle DigComp, l'autre c'était DigComp Edu, donc ce qu'on vient de voir ici à droite en rouge, eh bien c'est redécliné dans 5 domaines, 21 compétences, 8 niveaux de maîtrise aussi qui sont axés en partie sur la taxonomie de Bloom. Donc ça c'est le référentiel que dans pas mal de pays on dit maintenant on va être obligé de le suivre, on va être obligé de l'utiliser. Si vous voulez des fonds européens, si vous n'utilisez pas DigComp, vous risquez d'être refusé, ça pourrait être rédhibitoire. Alors, quand on lit, quand on consulte ces compétences, à nouveau, ceux qui ont conçu le référentiel, c'est certainement très clair par rapport à eux, mais il faut à nouveau que d'autres puissent se réapproprier ce référentiel, le mettre à la sauce parfois du pays, de la région, etc. C'est ce qui se passe en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a, dans le cadre d'un projet du ministère de l'Éducation, c'est un pacte pour un enseignement d'excellence. Il y a notamment des groupes de travail qui planchent sur l'appropriation, l'adaptation de DigComp 2.1, non seulement pour le traduire, mais pour l'exemplifier, puis le remettre un peu à notre sauce. Mais il y a quand même prise de connaissance d'autres choses, et puis de ce qui se passe ailleurs, et on va vers un consensus. Alors, dans la formation initiale des enseignants, il y a aussi tous les dispositifs de formation. On a parlé des compétences, compétences, objectifs à poursuivre, des buts à atteindre. Et là, on peut s'intéresser aussi aux méthodes, aux types d'activités qui sont mises en œuvre dans ce dispositif, sans oublier aussi, on verra aussi le volet évaluation. J'attire l'attention sur aussi un petit modèle, je mets à nouveau des guillemets parce que c'est la modélisation très scientifique, mais moi, à mes étudiants en sciences de l'éducation, je leur dis toujours, ça c'est le kit de survie à mettre aussi dans votre boîte à outils. C'est la triple concordance entre les objectifs, les méthodes et l'évaluation qui ont été mis en évidence par Dieudonné Leclerc et aussi par Tyler aussi en 1949 et 50, mais bon, c'est une reprise ici. Bon, en fait, qu'est-ce qu'il faut? La triple concordance, c'est la concordance entre les... Quand on veut poursuivre, quand on veut développer certaines compétences, qu'elles sont un peu plus explicitées, c'est bien, on a un objectif, on sait où on va. Mais il faut essayer d'avoir des méthodes et développer des activités qui permettent d'y arriver. Vous allez me dire, et je suis venue ce matin pour ça? Non, mais il faut encore le faire. Parfois, facile à dire, vérifiez quand même si vous le faites. Puis il y a une autre concordance, c'est aussi, si on poursuit certains objectifs, on va évaluer s'ils sont atteints. On ne va pas évaluer autre chose. Vraiment me déplacer, certains ont fait plein de kilomètres. À nouveau, ouais, d'accord, ça devrait être évident. C'est évident. Et puis, si vous avez déjà deux concordances par transitivité, vous avez la troisième. Donc vous pouvez garder ça en tête et analyser vos pratiques. Simplement, posez-vous, tiens, aujourd'hui, ce que je fais, est-ce que c'est bien en concordance? Et comment j'ai vérifié que ça avait un peu travaillé, développé les compétences en question. Puis, il y a aussi au niveau méthode, activité, un autre petit outil, pas très clair là peut-être, mais c'est 8 événements d'enseignement et apprentissage, une évolution de 6 paradigmes d'enseignement et d'apprentissage. En fait, on enseigne de diverses façons et on apprend de diverses façons. Et ça peut être avec des paradigmes, des événements d'apprentissage qui sont à initiative de l'enseignant, par exemple faire de la transmission-réception vers sa classe, ça peut être faire des exercices, faire de la pratique et du guidage, ça peut être travailler à produire des modèles pour travailler le modelage, l'apprentissage par imitation, mais ça peut aussi être des paradigmes, des événements d'apprentissage où on va amener l'apprenant à
prendre de l'initiative, par exemple, rechercher lui-même de l'information, expérimenter, créer, produire. À cela, on peut ajouter aussi d'autres éléments comme la métacognition, la métaréflexion, réfléchir, bon, pour l'enseignant c'est sur sa pratique professionnelle, pour l'apprenant, ici on est avec des futurs enseignants donc ils sont aussi apprenants, mais donc c'est développer cette démarche réflexive, métacognitive. Il y a aussi de l'apprentissage par débat ou par interaction sociale, donc là moi je parlerai plutôt de paradigme socio-initiative. Donc il faut aussi, alors ne me demandez pas lequel est le meilleur, parce que je vous répondrai, d'abord, il n'y a pas de meilleur, et je vous répondrai généralement, ça dépend, hein, parce qu'il faudra toujours vérifier les choses en fonction notamment de différentes contraintes. Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est de faire vivre des dispositifs de formation, des activités d'apprentissage, dans notre cas ici, intégrant les technologies numériques, pour développer les compétences attendues. Mais je dis intégrant les technologies numériques. Si ça apporte une plus-value, ça ce sera aussi bien nécessaire. Mais en tout cas, faire vivre des dispositifs. Nous, on parle dans ce cas-là d'isomorphisme en pédagogie. Donc, c'est faire vivre des situations d'apprentissage et qui vont pouvoir aussi par la suite inspirer les futurs enseignants à se dire, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu de la formation à distance, ou bien j'ai tenu un portfolio, ou j'ai fait telle ou telle chose, j'ai interagi, ou bien on m'a montré ce qui était dans un environnement, j'ai eu des exemples d'environnement personnel d'apprentissage, tout ça. Au moins on a vu ce que c'était, on peut se dire, oui, je vais faire mon marché à travers mon vécu, et étant donné mon contexte, eh bien je vais faire des choix. Mais au moins, j'ai entendu parler d'eux. Le vécu, c'est super important. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'on enseigne comme on a été enseigné. C'est parfois difficile de sortir des modèles qu'on a reçus. Alors, donc dans la formation, dans les dispositifs de formation, on peut se demander comment ça se passe. L'organisation, ça peut être en présentiel, ça peut être à distance, ça peut être des dispositifs hybrides, notamment, qui mixent des activités en présence et à distance. Alors, je vous conseille, si ça vous intéresse, de vous référer à l'étude ISUP, qui a été menée par tout un consortium de chercheurs. Hein, donc, je pense qu'il y en a qui sont présents ici. Oui, bonjour Nathalie. Voilà, donc sous la houlette de Bernadette Charlier. Donc là, on a toute une série de dispositifs hybrides, il y a des catégories comme ça, et on peut aussi se situer. Moi, j'aime bien des éléments comme ça m'aide à instrumenter ma pratique et ma réflexion. Alors, dans l'organisation, les cours, les formations, quand on a une trentaine d'heures par-ci ou par-là, certaines écoles font des semaines intensives. On travaille par projet, par exemple, ou bien c'est parfois 2 heures de cours par semaine pendant quelques mois. Les activités sont soit individuelles, soit en groupe, elles sont tutorées ou non, et le tutorat, là, c'est super important quand vous faites de la formation à distance ou quand vous animez des dispositifs hybrides, n'oubliez pas d'adjoindre un tuteur, et un tuteur qui a réfléchi, qui a scénarisé son tutorat également. Alors, les activités avec de la théorie, de la pratique, une alternance, du terrain aussi, notamment dans les stages, c'est super important de pouvoir appliquer ou bien préparer les activités pour pouvoir effectivement les mettre en œuvre. Je sais, parfois les écoles n'ont pas l'équipement, il y a à nouveau beaucoup de contraintes, mais elles sont à considérer, ça fait partie des éléments d'un dispositif de formation. Donc, on va être amené à créer des scénarios d'apprentissage intégrant les technologies, et aussi, ce qu'il faudra faire, c'est de bien tenir compte des besoins des apprenants ou d'un apprenant particulier. D'accord, quand on a 300 étudiants en face de soi, c'est pas évident de tenir compte de chacun des besoins individuels, mais il y a moyen d'apporter un petit germe, une petite graine à ce niveau-là. Et il faut se poser des questions aussi quand on regarde les dispositifs de formation. On dit, qu'est-ce qu'on fait en classe quand on est en présentiel? On parle beaucoup, vous allez au programme, vous avez classe inversée, renversée, etc. Dans la classe inversée, qu'est-ce que c'est comme type de scénario? Parce qu'il n'y a pas un seul type de classe inversée. Mais quand on est en classe, il y a eu des choses qui se sont passées avant. Hein? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait de la transmission, de l'apprentissage basé sur les problèmes? PBL, c'est Problem-Based Learning. Un apprentissage par projet, de la recherche d'infos, des exercices, de la collaboration. Quelle diversité y a-t-il dans les tâches? Quand on recourt aux technologies, c'est pourquoi faire? Se dire, mais pourquoi?
Ce matin, je discutais avec une collègue qui disait ben, on vient me demander, dis-moi un peu, donne-moi la liste des meilleurs outils. On ne dit même pas du moment dans certains cas. Non, ce n'est pas le côté recette qu'il faut, c'est se dire mais qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes objectifs, est-ce que les technologies peuvent m'apporter quelque chose pour les mener. Donc, 35 ans dans le domaine, ok, mais ça ne veut pas dire que je vais utiliser les technologies, les outils numériques à tout coup. Alors, toujours au niveau de l'évaluation, donc maintenant au niveau de l'évaluation, pardon, donc on est dans le troisième volet là, on peut se poser la question de mais sur quoi porte effectivement l'évaluation des formés, dans notre cas en formation initiale des enseignants, donc ces futurs enseignants. On est dans une approche par compétence, en tout cas théoriquement. Ça veut dire aussi une approche complexe. On ne va pas simplement mesurer un savoir ou un savoir-faire. Un savoir-être, c'est encore un peu plus moins habituel, en tout cas chez certains enseignants. Ce qu'on observe sur le terrain, ce sont des évaluations de type assez diversifié. En ce qui concerne l'usage et la maîtrise des TIC ou des TICE, parfois c'est même inexistant, parfois c'est simplement la satisfaction. Oui, ils ont eu un cours et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés en classe verte avec leurs élèves en stage et puis ils ont réalisé une vidéo, un petit reportage, etc. Ou bien un site, enfin imaginez des infos pour le site de l'école. Et puis qu'est-ce qu'on mesure là finalement? C'était quoi l'objectif? C'était quoi les compétences qui étaient spécifiques aux TIS? Et puis là, on va se rendre compte que ils se sont bien amusés, ils avaient envie, mais non, ça c'est pas. Là, on a une petite rupture, là, il n'y a pas concordance, à moins que la compétence c'était donner envie d'eux. Là, si c'est explicite, je suis d'accord, mais enfin, encore, il faut instrumenter. C'est toujours le I du CRIFA qui revient, instrumenter, prendre des outils et les utiliser pour que ça devienne vraiment un outil cognitif. Alors, on a des formations, c'est certifiant quand même, quand on termine ces 3 ans, 4 ans ou 5 ans de formation initiale, on a un diplôme, donc on ne peut pas simplement, ça serait l'idéal de pouvoir dire la personne a progressé, elle était là, elle arrive là, mais il faut à la fin quand même cette certification. On a des écoles où il se passe des choses différentes, et pourtant il faudrait qu'il y ait une certaine équivalence entre écoles, que ce soit au niveau national, voire international. La reconnaissance des diplômes, tous les à Bologne, tous les programmes Erasmus, tout ça, on peut voir. Alors, il faudrait peut-être aussi une certaine coordination au niveau des établissements. On peut aussi, par ailleurs, mais ça, ce n'est pas l'évaluation des apprentissages, mais évaluer l'efficacité des dispositifs de formation en vue de les réguler, d'améliorer tout ça. Donc ça, c'est à nouveau pas mal de choses à mettre en place, beaucoup d'énergie. La place du numérique, elle est donc variable dans les intentions, dans les faits. Elle est présente en tout cas dans les politiques éducatives au niveau de l'Union européenne. Il y a des politiques qui se développent dans ce sens et je pense que c'est valable assez bien à travers le monde. C'est mentionné dans la plupart des institutions de formation initiale et c'est plus ou moins implémenté dans les dispositifs de formation. Mais il faut relativiser les usages effectifs des technologies. Il y a différentes enquêtes. Chez nous, il y a l'Agence du numérique qui produit un baromètre digital d'éthique régulièrement. Si on prend du côté canadien, toutes les études menées, par exemple, il y a beaucoup d'études à large échelle menées par Kersati et ses collègues où on montre est-ce qu'ils n'utilisent pas pour faire quoi, tout ça. Bref, ça reste un défi. Alors, au niveau de l'Europe, régulièrement, on relance. Ça a commencé à Lisbonne, encore avant, mais il y avait vraiment cette préoccupation de mettre les technologies et la formation des enseignants aux technologies assez bien en avant, de centrer la formation sur l'apprenant, tout ça. Parfois, c'est à se dire, mais ça devient un peu désespérant. On entend parfois toujours les mêmes choses. Où en est-on? Qu'est-ce qu'on fait? Et il y a différentes politiques, parfois avec un focus sur l'infrastructure, parfois un focus, à partir de 2002, c'était plutôt sur l'innovation pédagogique. Et actuellement, on a tendance à lier différents niveaux systémiques et opérationnels. Ok, on va renforcer les compétences des enseignants avec la formation présentielle, des cours en ligne, la collaboration, ce sont les éléments qui reviennent de plus en plus.
fournir des infrastructures, miser sur les appareils mobiles, développer des référentiels pédagogiques propices à l'usage du numérique. Je vous ai parlé de DigComp Edu, DigComp 2.1 par exemple. Puis aussi fournir des ressources pédagogiques adaptées, partagées, tout ça. Et il y a aussi une tendance qui est la combinaison des politiques éducatives et des autres politiques économiques, sociales, etc. Là, il faut peut-être être aussi attentif à ce qu'on veut faire au niveau éducation. Hein. Bon, on parle parfois aussi de marchandisation de l'éducation ou d'une éducation qui serait au service de l'économie, donc il faut rester assez prudent, c'est aussi toute une question, tout un débat. Alors, il y a toute une série de directives, il y a des différentes priorités, je ne vais pas les développer tout ici, rassurez-vous, c'est pas tout en anglais, hein, c'était juste pour donner un petit... Alors, il y en a donné une meilleure utilisation des technologies digitales pour l'enseignement et l'apprentissage. Il faut quand même savoir qu'il y a des outils qui sont proposés, ça vaut ce que ça vaut. Par exemple, Selfie, c'est un outil pour qu'une institution se positionne par rapport à son degré d'intégration des technologies, mais il y en a d'autres aussi qui sont développés hein, chez nous aussi. Voilà. Encourager, donc, il faut être bien équipé, du haut débit, préparer les écoles, les institutions, augmenter le nombre d'enseignants qui utiliseront les technologies, hein, le cadre de référence, au niveau des référentiels. Aussi, développer des savoirs, des compétences numériques pertinentes pour la transformation de la société. Vous avez entendu parler des programmes Erasmus. On parle de développer des projets pilotes, d'augmenter le nombre d'écoles qui vont prendre part à la semaine du code. Alors là, c'est une nouvelle ancienne tendance qui vise la promotion du codage. On peut aussi discuter de cet élément-là. Sensibiliser les enseignants, les parents sur la sécurité, la numérique, la culture médiatique, et puis la promotion des compétences digitales et entrepreneuriales des femmes, parce que vous savez combien de femmes il y a ici aujourd'hui. La profession est très féminine, il paraît que les femmes, elles sont moins branchées techno, je ne sais pas. C'est là, un cheval de bataille de l'Europe. Et puis alors, des études de référence pour évaluer les progrès, lancer des projets pilotes sur l'intelligence artificielle, les learning analytics, dont vous avez peut-être aussi entendu parler, hein, pour utiliser, hein, donc vraiment travailler sur l'utilisation des données disponibles. Et du côté intelligence artificielle, on peut aussi se poser certaines questions sur le présent et l'avenir. Donc, tout ça est bien dans l'air du temps. Alors, quand on parle de l'intégration des technologies numériques dans l'éducation, il paraît donc qu'on n'est pas suffisamment prêt. Est-ce qu'on l'est, est-ce qu'on ne l'est pas? Là, je vous propose de vous poser vous-même la question, est-ce que vous vous sentez plus ou moins prêt à intégrer? Je sais qu'il y en a qui ne font que ça tout le temps aussi. Hein, donc, en 2015, dans un rapport de l'OCDE, on nous dit « Nous ne maîtrisons pas encore assez le type d'approche pédagogique permettant de tirer pleinement profit des nouvelles technologies. Et en nous contentant d'ajouter les technologies du XXIe siècle aux pratiques pédagogiques du XXe siècle, nous ne faisons qu'amoindrir l'efficacité de l'enseignement. » Je pourrais faire une dissertation là-dessus avec vos arguments. Alors, nouvelles technologies, oui, non, pour faire quoi hein, aussi, nouvelles technologies, oui, on avait, fin des années 70, début des années 80, des typologies, par exemple celle de Taylor disait l'ordinateur enseignant, avec des tutoriels, des exerciceurs, des simulations, etc. L'ordinateur outil, ça c'est l'utilisation de logiciels outils, par exemple le traitement de texte, de bases de données, etc., pour travailler pour... imaginons préparer un cours, aussi l'enseignement géré par ordinateur avec certaines évaluations, des bulletins informatisés, tout ça. Et puis on avait l'ordinateur apprenant. Ça, celui-là, j'aime vraiment bien. J'ai toujours aimé. C'est le fait de... C'est l'ordinateur qui apprend, donc c'est l'utilisateur, hein, c'est l'enfant, l'adolescent, l'adulte qui enseigne des choses, qui fait faire des choses à la machine. Ça veut dire aussi comprendre ce qui se passe. Hein, comment est-ce que je peux, comment la machine, finalement, quand elle me sort une simulation, qu'elle soit haute fidélité ou pas,
ça marche comment? Je ne dis pas que tout le monde doit être capable d'en concevoir, d'en programmer, mais au moins, mais ici, bon, il y a eu toute la tendance, notamment le mouvement autour de l'environnement logo, avec tous les micro-mondes logo, puis sont apparus aussi tous les moyens de communication, le mail, le chat, vidéoconférence, etc., que ce soit en synchrone, en asynchrone, puis la mise en réseau, le partage, la possibilité d'avoir vraiment des environnements qui permettent de communiquer, collaborer en intégrant différents outils. Forcément, quand on parlera de nouvelles technologies, on va plus se brancher notamment sur celle-là avec le volet production, collaboration, mais je crois qu'il ne faut pas oublier le tout. Alors, beau dessin en couleur, hein, non presque en couleur. Je vous demande, je ne vais pas commenter, je n'avais pas prévu ça, de commenter, mais j'avais commis il y a une petite vingtaine d'années une typologie avec des patates, des diagrammes de veines, et vous retrouvez déjà ces aspects-là. Et bon, on peut toujours rajouter, il y a des choses, il y a des intersections, il y a des outils agrégés, il y a des finalités différentes, donc on peut à nouveau réfléchir au type d'usage. Donc il y a pléthore de ressources numériques. Il y a des logiciels éducatifs qui sont de plus ou moins bonne qualité pédagogique. Et là, la qualité pédagogique, c'est le concepteur, hein, c'est le scénario qui a été mis dedans. On a réfléchi aux besoins, il y a quoi comme méthodologie, est-ce qu'on tient compte des objectifs, du public cible, etc. etc. Là, c'est les grilles d'évaluation de la qualité pédagogique. Il y a aussi le volet ergonomique, la facilité d'utilisation, l'utilisabilité. Hein, si c'est facile à utiliser, et si c'est de bonne qualité pédagogique, là, ça pourrait être vachement utile. Puis, il y a les outils et les services numériques du style la gestion de l'enseignement, l'évaluation, la communication, le partage, la production, la recherche d'infos, etc. Et à nouveau, ces logiciels, ils ont une interface de plus ou moins bonne qualité, donc ils sont plus ou moins faciles d'utilisation. Si c'est mal conçu, si on se dit, mais oui, où est-ce que je dois cliquer, où est-ce que je dois aller là, ça ne va pas. Donc les ressources proposées, il faut aussi qu'elles soient acceptables. On parlera d'acceptabilité, c'est qu'elles soient utiles et aussi utilisables par l'utilisateur, et qu'elles offrent aussi une plus-value lors de leur exploitation en éducation. Et là, c'est encore plus important, parce qu'on peut parfois contourner certains problèmes ergonomiques. Par exemple, si on trouve que le logiciel éducatif ou non est intéressant, on dira attention, quand c'est rouge, on peut passer, quand c'est vert, on doit s'arrêter. C'était pas un code habituel, mais si le reste est bon, pourquoi pas. Alors, la plus-value pédagogique. Alors, plus-value, valeur ajoutée, etc. Bon, c'est un apport, c'est un plus qui va être lié à l'exploitation des outils numériques. Et personnellement, je dirais, c'est ce que je peux faire avec cet outil, ce service, que je ne pourrais pas faire ou pas aussi efficacement sans lui. Et ça, ayant un intérêt au niveau pédagogique. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec cet outil technologique que je ne pourrais pas faire autrement? Vous allez peut-être me dire, rien. Ça se discute, hein, on peut voir. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas attendu les technologies pour faire des choses efficaces en éducation. Hein. Alors, attention, c'est différent aussi du mythe lié au TIC, du style « ça va augmenter la motivation des élèves » ou bien « ça va rendre les élèves plus actifs ». Non, ça, c'est pas le logiciel en soi, ça, c'est la façon dont on va concevoir l'activité, exploiter le logiciel. Hein, parce que sinon, et là, je vous conseille, j'ai vu qu'il était là, on va épuiser peut-être le stock, Apprendre avec le numérique, mythes et réalités de Franck Amadieu et André Tricot, c'est bien, c'est vraiment, c'est chouette à lire, c'est clair, et ça démystifie pas mal de choses. Donc, la plus-value, donc, c'est pas juste augmenter la motivation. Oui, c'est sûr que ça peut être un bénéfice secondaire, c'est ce qu'on attend, des élèves plus actifs, plus motivés, tout ça, plus engagés, mais qu'est-ce qu'on va faire pour? Alors, hier, Jacques Tardif a présenté le modèle SAMR de Pointe-Doura. Moi, j'ai pris celui de Thierry Carcinti, qui est pas mal convergent. Hein. Ici, il a travaillé, lui, pour le développer. Il a interrogé 50 000 élèves et apprenants, fait 1500 heures ou 15 000 heures d'observation, je ne sais plus. Donc, ici, disons qu'en tout cas, ça me paraît avoir un certain sens pour pouvoir catégoriser le degré d'intégration des technologies à des fins éducatives. Et notamment, ce qui est important, c'est là où il y a le plus de plus-value. Donc, dans ce modèle Caton, c'est des niveaux d'intégration des technologies, mais vu par les usages par les apprenants. Donc, ici, ce sera par les apprenants. Et puis, aussi l'engagement d'enseignants. Alors, l'adoption, c'est le stade où on passe beaucoup de temps à s'y préparer, on va dire.
La substitution, ben, on fait des choses qu'on ferait d'habitude, mais il n'y a pas vraiment une vraie efficacité complémentaire. Et c'est surtout au stade des progrès et de l'innovation qu'on va vraiment pouvoir parler de réelle plus-value, parce que ça va permettre d'effectuer soit des tâches traditionnelles, mais avec plus d'efficacité, là on va avoir un impact, ou alors dans le stade innovation, là c'est des tâches différentes, on va le faire différemment, ce n'était pas possible de le faire avant. Et là ça commence à rejoindre assez bien ma préoccupation, ma définition de la plus-value, en tout cas la question que je me pose. Alors, on pourrait regarder une chose en disant, tiens, Google, alors c'est bientôt les géoportails hein, où on peut obtenir plein d'informations. Mais quel était le climat ici à Bienne il y a 15 ans? En allant sur certains sites, vous pouvez avoir des données en direct, ou bien vous avez des cartes, vous pouvez les avoir à l'échelle, vous pouvez zoomer, il y a un côté hein, suprasensoriel, etc. Mais vous pouvez être actif dans votre recherche aussi. Pensons aux productions notamment des jeunes hein, sur YouTube. Ici, c'est une petite vidéo réalisée par une petite jeune fille qui parle 15 éco-gestes pour la planète et qui fait sa présentation, qui la diffuse. Là, il y a quand même de la production multimédia avec une certaine diffusion. Oui, ça, c'est intéressant. On parlait aussi de réflexivité, d'analyse de ces pratiques. L'autoscopie, ou la vidéoscopie, pardon, c'est quelque chose qui est déjà devenu classique. Hein. On donne un cours, on se filme, on se fait filmer, et puis on analyse les séquences. Mais par exemple, avec des outils comme celui-ci, hein, c'est un outil d'annotation vidéo, c'est la vidéo ANT, eh bien, on va pouvoir revoir non seulement ces vidéos, mais on va pouvoir annoter à certains moments les séquences et aussi les partager avec d'autres. Donc ce côté de partage, moi, je pense que se voir, annoter soi-même, partager, puis discuter, faire de l'autoscopie, de l'alloscopie, de l'hétéroscopie, enfin ça peut aussi amener à des... il y a aussi des outils qui permettent de participer, j'aurais pu vous poser des questions en direct et prendre la température de la salle, ou aussi présenter en utilisant aussi un diaporama puis en intégrant des questions. On peut se poser la question des livres numériques, hein, bon, utiliser vendus. Hein, comme ça, je ne vais pas dire en librairie numérique, oui, mais aussi produit par les élèves, par les apprenants. Donc il faut voir toujours ce côté production par rapport à la consommation. Donc il y a aussi d'autres usages. Hein. Bon, on peut aussi créer des vidéos en mettant de l'interaction. Oui, vous avez peut-être sur votre téléphone des applications du style Siri. On peut demander hein, bonjour Siri, hein, puis poser une question. Et on sait, bon bah oui, tout ça c'est parce qu'il y a plein de données. Hein. On sait où vous êtes, on sait ce que vous faites presque. Sécurité, enfin c'est un choix à faire de toute façon. Oui, ok, ça peut être. Pour moi, c'est plus une façon de pouvoir sensibiliser à ce qu'il y a là derrière, hein, au niveau de hein, comment ça fonctionne tout ça, parce que bien souvent on l'utilise, c'est GATT, et et on n'a pas de réflexion sur les conséquences que ça pourrait avoir, ou bien le type... alors, le plus-value, ça peut être aussi en termes de stockage d'informations, de partage, d'annotation, ça peut être la création plutôt que la consommation. Hein, on peut se poser des questions sur les cartes conceptuelles, la réalité augmentée, etc. Alors, les plus-values, on en a des générales, on en a aussi des plus particulières. Donc, une plus-value générale, c'est par exemple l'accessibilité à l'information, hein, un accès rapide, avec beaucoup d'infos, une flexibilité temporelle, hein, qu'on a, une flexibilité de lieu, de rythme aussi. Mais une plus-value importante pour moi, c'est le traitement automatique de l'information numérique. En fait, ce qui fait un gros plus, c'est le fait que, en fait, il va y avoir ce traitement de l'information qui va amener un apport, qui va nous dégager aussi de certaines tâches. Pensez par exemple au fait d'élaborer une table des matières automatique à partir de votre traitement de texte. Voilà, moi c'est une plus-value, hein. Ça va plus vite, c'est plus efficace, etc. Donc que ce soit des tutoriels intelligents, la production, le partage, les interactions, la réflexivité, aussi la pensée informatique et algorithmique hein, qui s'amène dans l'air du temps, qui revient dans l'air du temps, ça peut être une plus-value. Pensée algorithmique et informatique, là vous avez à droite Seymour Papert hein, qui vous fait bonjour, même s'il est décédé il n'y a pas très longtemps, enfin 2 ans. Donc, pensée informatique et algorithmique, c'est peut-être
certains diraient bah, c'est de la résolution de problèmes. Si je dois faire court parce que j'ai eu un signal. Oui, c'est bien, ça reste 10 minutes, cool. Donc, pouvoir appréhender des problèmes et leurs solutions à différents niveaux. Donc, on va voir des notions d'abstraction, de formalisation, de décomposition du problème en sous-problème, mais en parlant d'algorithmes, résoudre des problèmes complexes, aussi faire des analogies avec des problèmes déjà connus. Donc, bon, et pouvoir généraliser quelque part dans cette définition de Pierre Tchornikine, la pensée informatique, bon, bah, on pourrait se dire que c'est très, très branché processus de résolution de problèmes. L'équipe Scratch du MIT dont vient Papert, là, parle plus de capacité à comprendre et à faire usage de différents concepts qui sont en lien avec la programmation. Les séquences, les boucles, les processus en parallèle, les événements, les conditions, tous les opérateurs, les variables, etc. Et aussi pouvoir comprendre et faire usage de différentes pratiques qui sont en lien avec la programmation. Donc, savoir l'approche itérative, comment ça marche, les tests, les corrections d'erreurs, tout ça, la réutilisation d'un code, etc. Bon, bah, ça, c'est intéressant aussi à voir. Il faut savoir qu'il y a des activités qui sont soit branchées, donc avec un aspect numérique, ou des activités aussi débranchées qui permettent d'atteindre, notamment dans les débranchés, on sera éventuellement plus là-dedans, puisque ici on est automatiquement avec de la programmation. Donc ça peut être avec des petits robots comme on avait jadis la tortue de sol, enfin ici on en a d'autres, que ce soit en Scratch ou dans d'autres langages de programmation, ça peut se faire là. Maîtrise des technologies, je vous ai dit que j'y tenais. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une discipline, que les technologies d'information et de communication, ça devrait être envisagé aussi comme une discipline, et avec une approche didactique spécifique aussi, notamment basée sur la théorie des invariants du traitement d'information numérique. Et je reprends là les travaux d'Étienne Van de Putte et aussi ceux de Julie Henry, parce qu'en fait, si on veut vraiment avoir un apprentissage, de l'autonomie dans l'apprentissage de nouveaux logiciels, donc, ou logiciels ou de langage de programmation, il faut s'axer sur ce qui ne change pas. On dit les technologies, ça change tout le temps. Je retourne en formation, vous savez, je vais aller à la formation Word 2020, je suis déjà inscrite. Enfin non, parce que j'étais à 97, 2000, 2010. Non, il y a des choses, il y a des concepts, il y a des principes organisateurs qui ne changent pas. Les interfaces, elles changent. Et c'est comme ça qu'on pourra peut-être s'en sortir dans la maîtrise des technologies et de leur évolution, parce qu'il y a quand même alors, des valeurs importantes aussi, le côté open source pour que ce soit les logiciels, mais aussi toutes les ressources, en open access, le partage des données, tout ça. La mise en réseau et les communautés de pratique pour pouvoir créer, partager, capitaliser des ressources, des connaissances, c'est important. On apprend alors par apprentissage social. Alors, quand on veut innover et gérer le changement, on peut se dire qu'actuellement, on peut avoir affaire à une innovation de service. Imaginez par exemple la façon de rendre les services autrement. Ça se fait notamment dans tous les self quelque chose. À la banque, on va plus enfin, peut-être qu'ici en Suisse, je ne sais pas, je ne suis pas allée en banque en Suisse, mais chez nous, il y a de moins en moins de guichets, on fait toutes les choses en ligne. Donc, en éducation, on a aussi notre self, l'auto-formation, l'auto-apprentissage. L'innovation pédagogique, ça veut dire changer de méthode. Le changement, c'est relatif. Quand on innove, on change pour faire du meilleur. Normalement, on essaye d'aller vers un mieux. L'innovation technologique, c'est l'usage de nouveaux outils, de nouveaux artefacts, des outils produits par l'être humain. Et là, on peut le voir dans des dispositifs. Par exemple, si on prend un dispositif d'apprentissage collaboratif à distance, ça peut être nouveau pour certains, ça peut être moins nouveau pour d'autres. Encore un petit élément, par exemple, le dispositif LearnNet, dont vous avez peut-être entendu parler, sinon il y a beaucoup de publications autour de ça, d'apprentissage collaboratif à distance, dans la formation des enseignants, des futurs enseignants, et bien avec des objectifs qui étaient à la fois liés à des produits, oui, produire ensemble, en collaboration, un scénario pédagogique intégrant l'éthique et comportant des plus-values. Ok, je fais court là. Des compétences, au niveau du processus, des compétences liées à la collaboration.
Donc il fallait faire, c'est des étudiants de différentes universités belges au départ, ça c'était il y a 21 ans. Puis ça a continué, par la suite ça s'est pérennisé, c'était plus une innovation, c'est devenu plus routinier. Puis aussi un processus réflexif, il y avait aussi la nécessité de tenir un carnet de bord relatif à l'évolution du processus d'apprentissage collaboratif tout au long du projet. Alors il y a aussi pas mal de modèles pour discuter innovation. ASPI, ici c'est plus ASPID, hein, adopter, soutenir et piloter l'innovation de Peraya et Evien, où on a notamment des indicateurs, des facteurs d'innovation en termes de plus-value pédagogique. Hein, j'ai parlé d'accès en termes de temps, d'espace, d'individualisation. Enfin, on a ici toute une série de critères. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est envisagé dans une perspective systémique. C'est-à-dire qu'on va prendre différents acteurs, pas seulement les enseignants et les apprenants, donc pas seulement au niveau micro, hein, des tuteurs aussi, des développeurs de produits, des administrateurs, on peut avoir les directions, etc. Donc on peut aller à différents niveaux systémiques et regarder ça à travers des espaces d'intégration pédagogique tenant compte des objectifs, des activités, des ressources et de l'évaluation. Donc moi je mettais dans la triple concordance activités, ressources ensemble, donc on se retrouve. Donc innover, c'est une approche systémique où on va de préférence impliquer les acteurs, sinon ça risque de ne pas marcher. Des objectifs et des enjeux partagés, des points de passage obligés, bref, ce qu'on retrouve derrière la sociologie de la traduction, prenons Calon et Latour ou d'autres personnes qui pratiquent cela, ça se fait en éducation. Donc la gestion du changement, elle peut être aussi supportée par les technologies, hein, pour former à l'usage du numérique en éducation. On a cette chance, quand on fait la formation de formateurs, eh bien, de pouvoir aussi, à l'usage du numérique, de pouvoir aussi le faire avec des technologies numériques. Alors, un levier de changement à la formation continue, oui, certainement. Tout ce qu'on ne sait pas faire en formation initiale, on peut le faire aussi, le continuer en formation continue. Bah, je pense à nouveau, hein, je reprends des choses anciennes mais qui durent toujours. Il y a une vingtaine d'années, non pas 20 ans quand même, on n'a pas encore 20 ans. Bernadette Charrier et Nathalie de Schreiber, qui est présente ici, ont mené une étude dans des hautes écoles, dans les catégories pédagogiques des hautes écoles, en Fédération Wallonie-Bruxelles, et ont mis en place un projet qui s'appelait Format ETIS, maintenant il s'appelle juste ETIS, Haute École et Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation. Et ce projet, il a évolué au fil du temps, il est soutenu par le Fonds social européen, hein, donc il y a des sous qui sont là pour pouvoir permettre d'offrir des formations gratuites ou des activités. Il y a des certificats d'université, il y a des formations à la carte, il y a des rencontres, des écoles d'été, des séminaires thématiques, des partages d'expériences. On s'est attelé aussi à un moment donné au référentiel de compétences du Coramtis, il y a eu aussi un soutien de certains projets. Bref, vous pouvez retrouver. Et là, l'originalité, c'est le fait que ça se base sur la mise en réseau à la fois de personnes relais, d'enseignants dans les hautes écoles. Il y a des personnes relais au sein des différentes catégories qui font le pont entre du dispositif, on va dire, et les personnes, les enseignants. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va les obliger, ces enseignants, ou bien on va permettre, on va négocier, on peut être plus doux, hein, parce que chez nous, les enseignants, ils viennent donner cours, et puis ils s'en vont, sauf s'il y a des réunions. Et c'est pas facile du tout d'avoir une plage, ne fût-ce qu'une plage. Hein. On va voir un peu plus petit maintenant, où on puisse avoir l'occasion d'échanger, etc. Ou trouver une plage horaire, on dit, moi, je sais pas moi, le mardi, c'est le jour où hein, on ferait telle ou telle chose. Donc quelque part, c'est à se demander s'il ne faut pas mettre la présence, forcer un peu plus la présence des enseignants dans l'établissement, pour peu qu'il y ait des bureaux, des locaux. Je sais bien que c'est un autre problème. Bien sûr, il y a le télétravail. Hein, mais on pourrait aussi aller jusqu'à dire un congé de formation, par exemple, pourquoi pas 3 mois de congé sabbatique, bien sûr pas juste pour aller se promener quelque part ou bien faire autre chose, mais lié à un projet, une formation à la clé, hein, ou enfin du temps pour participer à des activités, que ce soit des formations au sein de l'établissement, que ce soit des dispositifs hybrides ou quoi, mais aussi pouvoir ainsi favoriser plus le développement de l'interdisciplinarité.
Il faut bien entendu avoir une infrastructure aussi et des équipements performants. On peut aussi imaginer de revoir les organisations de la classe. Dans le projet e-tech, ils ont fait certaines propositions, on peut aller voir ça plus loin. Alors, des personnes ressources dans les établissements, participer à des réseaux, à des communautés, ça nécessite aussi une relation de confiance, voir dans quelle mesure la valeur de la tâche est ressentie. Et aussi, il faut vraiment accompagner les enseignants, la formation des enseignants à la mise en œuvre d'activités qui intègrent le numérique et surtout pour mobiliser des processus cognitifs de haut niveau. Et là, ça fera augmenter le sentiment de compétence, d'auto-efficacité. On peut se demander si on fait des formations courtes ou longues. Et en guise de conclusion, et je vais aller vers la version courte, c'est promis, je vais quand même garder deux aspects à nouveau. Déjà, si on reprend encore 10 ans avant, développer de nouvelles connaissances, être novateur par la participation à la pratique et la recherche réflexive, je trouve que c'est vraiment toujours d'actualité. Le fait qu'il soit primordial que les candidats enseignants travaillent dans l'interdisciplinarité au cours de leurs études et développent aussi les compétences transversales, tout ça, la réflexion aussi critique, la justice sociale aussi, parce que pas oublier tous les enjeux sociétaux, pas les oublier. Et dans la version très courte des conclusions, donc former les enseignants en recourant à l'isomorphisme, donc servir des situations qui pourraient éventuellement répliquer, adapter plus tard, maîtriser l'éthique, varier les paradigmes d'apprentissage et d'enseignement dans les activités, notamment ceux à auto-initiative de l'apprenant et ceux à socio-initiative. Les autres hétéro-initiatives, la part du prof, on le fait souvent assez. Exploiter des outils numériques qui ont vraiment une très forte plus-value pour permettre aussi de développer des compétences de haut niveau, instrumenter ces pratiques, donc prendre des outils qui permettent de concevoir, d'analyser les pratiques pour les réguler et développer une approche systémique pour gérer l'innovation engendrée éventuellement et s'appliquer dans des réseaux de partage des communautés, rester vigilant et critique face aussi à tout cela. Voilà, je vous remercie.